On a quand même fait des... Ouais, je ne vois pas là le tableau là. Le 7 avril, qui s'en est là-bas. Si ça oui longueur de tuyauterie après le rapport d'action. Parce qu'il y a des choses relatives à la passation des marchés publics. L'assistance, le président l'a fait remarquer plus qu'aux ingénieurs civils constructeurs. Ça peut donner raison à celui qui a dit que le conflit d'options à la faculté peut se régler par l'équation de relativité restreinte d'Einstein qui dit E égale à MC carré. Un électricien vaut un mécanicien multiplié par un constructeur au carré. Ça représente la dispersion de promotion dans la salle. Président, il nous a été demandé de parler de la problématique de cette loi. Moi, j'ai échangé avec l'organisation. Finalement, ils nous ont donné un canevas. Ce canevas pose un certain nombre de préoccupations. C'est ainsi que j'ai articulé mon exposé en 2 temps. Il y a une note introductive. Et puis, on fera l'effort de répondre aux questions qui sont posées dans ces canevas-là. Lors de la cérémonie d'ouverture de la première semaine de l'ingénieur civil organisée en hommage à feu notre collègue Augustin Katouma-Mouaké, il nous avait été donné de faire une communication en rapport avec l'éthique et la déontologie de l'ingénieur civil. Et à cette occasion, nous avons évoqué quelques matières enseignées par feu le professeur Debouc, d'heureuse mémoire, et qui en fait consistait en une série de préconisations à l'attention du futur ingénieur civil que nous étions, au regard de du rôle que l'ingénieur était appelé à jouer au sein de la société. Et depuis 2001, dans notre pays, l'ingénieur est appelé à prendre part, à participer à cet effort de reconstruction nationale dans le cadre aujourd'hui de la matérialisation du programme de 5 chantiers au travers de la révolution de la modernité. Et la révolution de la modernité, en ayant à l'esprit que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sollicite de manière inlassable l'application de tous pour que le concept de tolérance zéro ne soit pas un slogan creux. Et pour ce qui nous concerne, la pratique de la profession depuis bientôt 27 ans, ajouter à cela tous ces enseignements sur l'éthique professionnelle reçus, notamment la faculté, nous montre à quel point le chef de l'État était inspiré pour lancer ces credos. Et il convient de dire que la protection effective
de ces concepts comme guideline ou garde-fou produit déjà des effets et aide à réaliser des économies en même temps qu'elle contribue à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Climat cher, notion chère aux entrepreneurs. Les exemples sont les jours, on pourra partager plus tard dans le débat. Ici aussi, chers collègues, de noter que dans notre pays, il n'existe pas de charte d'éthique ou une loi sur les ingénieurs. Et nous rappelons que la déontologie, donc l'éthique professionnelle, réglemente plutôt les activités qui ont lieu dans le cadre d'une profession. Mais elle n'est pas coercitive. Elle n'impose pas de sanctions légales ou normatives. Elle ne s'applique qu'aux ingénieurs civils. Notre déontologie ne s'applique qu'à nous. Les principes d'éthique professionnelle qui régissent notre fonction ne s'appliquent que notre profession ne s'applique qu'à nous. Cependant, la loi, elle, est globalisante, opposable à tous et prévoit des mécanismes tels l'arrestation, la confiscation de biens, etc., etc. La loi en question, la loi 010, 10/010 du 27 avril, relative au marché public, est venue notamment combler les insuffisances constatées dans l'application de l'ordonnance loi numéro. Je pense qu'il est venu d'abord combler ces insuffisances-là de l'ordonnance loi 69-054 du 5 décembre 69, le fameux cahier général de charge où on trouvait encore des montants de 500 zahir qu'on ne devait pas dépasser pour passer un marché, etc., etc. Théoriquement, il devrait rencontrer l'ingénieur civil congolais préparé et pétri à la rigueur de procédures de passation de marché. L'ingénieur civil, c'est lui-là même qui... Et d'ailleurs, l'ingénieur civil, tout au long de sa vie professionnelle, se base sur 4 valeurs. Et ça, je l'avais rappelé lors de 4 juin, lors de mon exposé à l'ouverture de la semaine de l'ingénieur civil. Tout au long de notre vie professionnelle, nous nous basons sur 4 valeurs fondamentales qui nous aident à maintenir la confiance du public. Ces valeurs sont la compétence, l'essence de l'éthique, la responsabilité et l'engagement social. Et donc, théoriquement, la loi précitée devrait rencontrer l'ingénieur civil préparé et pétri, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la rigueur des procédures de passation de marché. Parce que l'ingénieur civil, pour la plupart, notamment nos collègues constructeurs, œuvrent dans les domaines qui nécessitent la pratique de la mise en application des procédures de passation de marché. C'est cet ingénieur-là, celui-là, qui devrait à tout instant se souvenir de ce que nous disait fait le professeur André Debouc. Que régulière que soit la procédure par laquelle l'entrepreneur gagne un marché, il a toujours une marge pour offrir une bouteille de champagne à celui ou ceux qui lui ont passé le marché. Cela devrait sonner comme une incantation à la résistance à l'envie de surfacturer les travaux ou les prestations, à l'envie d'exiger des dessous de table, etc., etc. Nous sommes préparés, nous avons appris les procédures. On n'a pas attendu la loi pour savoir comment se comporter face aux envies lorsqu'on est devant cette responsabilité de confier un marché à une entreprise. Parce que notre maître nous a dit qu'on n'avait pas besoin de tricher. L'entrepreneur qui a gagné normalement ce marché peut venir avec une boîte de chocolat pour ta fille ou ta femme. Donc tu n'as pas besoin de faire des choses qui compromettent ta carrière, qui te fassent perdre la confiance de la société. Nous avons dit que nous avons la compétence à préserver, à démontrer,
l'essence électrique, à faire valoir la responsabilité de l'ingénieur civil et l'engagement social. Et donc, cette phrase du professeur de groupe devrait résonner encore dans nos oreilles pour nous empêcher de pécher contre toutes ces procédures-là, contre sur lesquelles les principes de préoccupation nous soumis par la République. Démontrer comment les organes d'autorité construction de marché existent dans les provinces. En société commerciale, comment le gouvernement, dans les organes d'autorité contractantes à l'instant du entrepreneur, qu'est-ce qu'il n'est pas entrepreneur? On a appris 5 ans pour constituer un capital, 5 ans pour apprendre le métier, 10 ans pour créer une entreprise. Moi, les hommes politiques nous ont empêchés. On a appris du métier placé par rapport aux entreprises étrangères. Par ailleurs, les compétences locales, comme on les dit. Le ministère, on a dit tout à l'heure par notre aîné, l'honorable César, c'est le ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructure et reconstruction, la TUH-ITPR. Et je voudrais, partant du sujet qui nous a été présenté, que notre aîné, Ça fait 8 fonctions. le conseiller principal venait d'introduire, à savoir la problématique de l'entrepreneur ingénieur civil congolais face à la loi. Et c'est ainsi que j'ai voulu structurer cette adresse en 3 parties essentielles. Je voudrais parler de la loi et en second lieu, je ferai une réflexion sur les opportunités qu'offre cette loi. Et enfin, nous allons apporter notre contribution en ce qui concerne le cas spécifique de l'ingénieur civil entrepreneur. Pour ce qui est de la loi numéro 10/010 du 27 avril, que beaucoup connaissent, mais je pense aussi que, tel que je le crois, il y a peut-être beaucoup aussi qui ne sont jamais intéressés à cette loi. Je voudrais donner une petite historique, à savoir que cette loi est venue après la loi qu'on a évoquée tout à l'heure, la 69-054, qui n'était pas qui n'était plus adaptée aux exigences de transparence, de rationalité, d'efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur à travers le monde. Et pour peut-être donner l'information rapidement, il y avait quand même plusieurs insuffisances qui étaient contestées, notamment selon le caractère obsolète de cette loi. Il y avait un problème d'expertise, de logistique insuffisante et en qualité et en quantité. On n'avait pas une procédure claire de passation des marchés, et ce qui mettait en péril la performance du secteur et surtout du secteur privé. Il n'y avait pas de manuel de procédure, des mécanismes de recours qui n'existaient pas. Nous pouvons noter aussi qu'il y avait tous ces problèmes de publicité et d'organes qui pouvaient notamment réagir par rapport à ce problème de recours. Et on est dans ce cadre-là de quelques difficultés qui aujourd'hui existent. C'est vrai que nous observons à ce jour encore des problèmes. Alors, pour mieux aborder le sujet, j'ai d'abord lu la loi, que je viens de passer un peu à Eric, mon voisin de droite. Et comme vous le savez, toutes les lois sont arides, c'est sec, c'est froid. En dépit de l'exposé des motifs, qui peut un peu essayer de planter le décor. Alors, bien plus, je n'avais pas assisté aux séances de vulgarisation, non seulement de la loi, mais de toutes les instances qui animent ce secteur actuellement. Mais néanmoins, j'avais eu tout le temps pendant qu'on préparait la loi, au niveau de la COREMA, c'est nous qui avions financé ça, et j'avais travaillé avec M. Boujakera pendant 3 ans à peu près. Et dernièrement, il y a un juriste qui a fait un travail
Actuellement, il est à l'ARMP, mais il a passé 10 ans au BSECO et il a sorti une publication, la passation des marchés. En fait, c'est le premier, je pense, qui vient de s'étaler à expliquer un peu ce que contient cette loi. Et il va au-delà, donc tous les textes qu'elles ont cités, les instructions soumissionnaires, lui, il en donne les détails. Je ne fais pas sa publicité, il a fait un travail intellectuel, je le cite, et je crois qu'on peut se pencher là-dessus. Alors, comme nous sommes situés, mais quel est le problème maintenant? Très largement, on devrait d'abord commencer par se demander c'est quoi le marché public. Je ne vais pas vulgariser davantage compte tenu de votre niveau, mais un marché public, c'est un contrat que l'on passe entre un délégué du pouvoir public et un opérateur. Il y a l'un qui veut qu'on lui produise un service et l'autre qui va gagner de l'argent. Mais tout cela, ce n'est pas dans une relation gagnant-gagnant. Alors si on s'arrête là, on comprendra que l'ingénieur civil n'a pas trop à se tracasser, il faut qu'il se place pour rendre ce service-là. Même si l'entrepreneur, il concourt à ce service, au bien-être, à l'amélioration des conditions de vie. S'il y a un perdant dans l'affaire, en tout cas, l'objectif ne sera pas atteint de manière satisfaisante. Alors, la loi s'invite dans cette affaire juste pour venir réglementer, organiser et mettre les choses par écrit de manière contraignante, qu'on sache où recourir en cas de coup dur. En parcourant la loi en question, mon attention était attirée à l'article 2, où on essaie de définir tous les animateurs. J'essaie de les classer en 3 catégories. Le pouvoir public, avec tout ce qu'il y a pour maître d'œuvre, maître d'ouvrage délégué, et ainsi de suite. Les contrôleurs, et puis les exécutants. C'est à ce niveau-là que je vois, parce que je crois que nous sommes en train de nous inciter, soit à devenir patrons en propre, soit nous positionner dans une position où nous pouvons rendre au mieux des grands services à notre communauté. Alors, le rapport gagnant-gagnant, c'était plus haut et à la base de tout. Dès lors que vous le vouliez ou pas, de toutes les façons, nous sommes désormais des homo economicus, comme disent les latinistes. Commençons d'abord par le pouvoir public. La définition la plus appropriée, le pouvoir public, on parle du maître d'ouvrage. Et par extension, le maître d'ouvrage délégué qui le représente. Et celui-là joue 2 rôles. Soit il est en train de créer, soit il est en train de réhabiliter. Et partout, il est en train de faire un effort de sorte à ce que les moyens étant par essence limités, il est en train de faire en sorte qu'il puisse produire, il puisse disposer suffisamment de moyens pour faire encore autre chose. Donc il se lance dans tous les taux de rentabilité interne économique ou bien les valeurs actualisées, les valeurs nettes actualisées pour voir si le travail qu'il va faire par la suite va avoir beaucoup plus de valeur que ce qu'il en était avant. Bloque l'émergence des entrepreneurs locaux. Qu'est-ce qui bloque? Et au nombre des obstacles, généralement, on relève qu'il y a d'abord le sens même. La salle est petite. Bon, voilà. Donc, je disais que on relève le plus souvent le manque de la culture même, l'essence de la culture d'industrie. L'industrie. Parce que généralement, on se limite à confondre parfois entreprise avec artisanat et on pense, n'est-ce pas, que c'est ça ce qui peut créer la richesse, ce qui peut créer les emplois. Nous avons besoin d'entreprises qui peuvent créer la richesse et qui peuvent créer les emplois. Donc je disais qu'au nombre des obstacles, on relève d'abord la première chose, c'est le manque même, le sens même de l'industrie. C'est-à-dire les entrepreneurs en général en Afrique n'ont pas le sens de l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie a des exigences
L'industrie exige beaucoup de compétences managériales. Ça, c'est des choses que les Africains n'ont pas. Je crois que les Marocains, les Ivoiriens ont fait beaucoup d'analyses dans les secteurs. Et une deuxième difficulté, un deuxième obstacle, c'est généralement la culture, même la culture africaine. Il semble que la culture africaine, c'est d'abord trop disposé au gain maximal, au gain facile. Ces gains fait que on ne met pas beaucoup d'attention sur l'importance et la pérennité même des entreprises. Et je crois que beaucoup de statistiques à cet effet ont été faites qui montrent qu'effectivement, généralement, les entreprises naissent sans qu'il y ait eu des études de faisabilité. Très peu, même d'hommes très instruits, des ingénieurs, pensent qu'il faut commencer par une étude de faisabilité pour arriver à créer une entreprise. Généralement, on pense que ces études sont un coût inutile. Donc, la culture africaine est tout à fait différente des autres cultures parce qu'ailleurs, on commence d'abord par une étude pour saisir les opportunités. On se pose des questions si ce qu'on veut entreprendre peut réellement aller. Qui, à partir de l'observation qu'il s'est fait des 100 milliers de vies et avec la connaissance qu'il a acquise, arrive à chercher des solutions pour améliorer son environnement de vie. Il voit que les gens marchent à pied, il se pose des questions, est-ce que je ne peux pas alléger le fardeau de ces gens? Il crée peut-être un vélo, et après il marche lentement, il invente peut-être une Vespa, ainsi de suite, jusqu'à la voiture. Et on peut imaginer ce genre de réflexion dans tous les secteurs. Ok, merci Madame la journaliste. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que les ingénieurs se retrouvent, les ingénieurs civils se retrouvent à travers leur corporation, l'Association congolaise des ingénieurs civils que nous animons, et que cette association aujourd'hui s'est réunie pour réfléchir sur les thèmes l'ingénieur civil entrepreneur vis-à-vis de la loi 10-010 portant sur les tests de marché public. Et il faut vous dire que nous devons d'abord comprendre ce que signifie cette loi sur la passation de marché. Non seulement comprendre quelles étaient les motivations pour la création de cette loi et voir comment nous comporter vis-à-vis de cette loi. Effectivement, les ingénieurs ont réfléchi, viennent de faire un état des lieux de ce que l'ingénieur ressent devant cette loi. Il faut reconnaître qu'il y a d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, à intérioriser cette loi, à pouvoir saisir les opportunités. Effectivement, aujourd'hui, à travers cette loi, il y a quand même un cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire qui pratiquement permet qu'il y ait concurrence, qu'il y ait objectivité, qu'il n'y ait pas le plus fort. Et là-dessus, l'ingénieur se place et qu'il accepte bien qu'il y ait cette concurrence. Et aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont déjà dans les domaines, et ici, ils tiennent à ce que cette loi puisse être bien vulgarisée et que ce soit les pouvoirs publics et que ce soit l'exécutant, que ce soit les contrôles, puissent le mettre en pratique. Et aujourd'hui, les ingénieurs civils vont non seulement s'associer, mais devenir de plus en plus compétitifs pour être concurrentiels, non seulement par rapport aux autres entrepreneurs congolais, parce que ce ne sont pas seulement les ingénieurs civils qui peuvent faire ça dans leur domaine, mais être concurrentiels par rapport aussi à l'extérieur, aux autres entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, parce qu'on a constaté que nous, l'environnement est plus agressif. Nous pensons ici aux tracasseries d'ordre politique et d'ordre fiscal et que nous essaierons de demander au pouvoir public de lutter contre ça. En plus de ça, nous demanderions que du côté pouvoir public,
qu'il y ait quand même l'application de cette loi, c'est qu'il y ait des cellules de marché public et que ces cellules-là puissent être animées par des hommes compétents. Et les hommes compétents, pourquoi ne pas recourir à l'excellence qu'on retrouve dans les milieux des ingénieurs? Donc les ingénieurs peuvent se retrouver du côté pouvoir adjudicateur, du côté contrôleur et pourquoi pas du côté exécutant. Donc nous voudrions qu'il y ait quand même le marché gagnant-gagnant. Voilà un peu le mot que nous pouvons dire en ce qui concerne l'issue de cette conférence qu'on vient d'organiser aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Vos collègues ont soulevé un point important en disant qu'il faut créer et oser. Mais ne pensez-vous pas que le gouvernement est un frein pour ces personnes qui tant soit peu, essayent de créer, mais il y a des autorités qui réclament parfois des pourcentages assez élevés. Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous sommes venus, la conférence a justement cette finalité de savoir qu'est-ce qui bloque l'ingénieur civil, entrepreneur congolais. Il y a une série de préoccupations qui ont été exprimées. Dans la salle, il y a des ingénieurs civils qui sont du côté des gouvernants pour écouter les préoccupations des collègues qui sont de l'autre côté, des entrepreneurs, pour les canaliser vers les instances autorités. Là, nous avons réfléchi autour de la loi numéro 010 2010 relative à la passation de marché public. Quelles sont les opportunités pour l'entrepreneur congolais, ingénieur civil, entrepreneur? Quels sont les éléments qui n'encouragent pas, ne favorisent pas l'émergence ou la promotion des éléments de cette loi? Ça fait quand même 3 ans que cette loi, bientôt 3 ans que cette loi a été mise en vigueur. Il faut examiner un peu ce qui favorise l'entrepreneur congolais, ingénieur civil, et ce qui constitue un frein. Donc c'est un échange. Nous avons montré quelle est la part, la volonté politique, quelle est c'est que cette loi-là constitue en fait une protection pour l'ingénieur civil, pour autant qu'il soit de l'administration, du contrôle ou entrepreneur. Donc c'est un échange dont les conclusions seront soumises aux instances autorisées pour voir un peu quels sont les aménagements qu'on pourra peut-être faire au niveau des ministères, au niveau des structures qui sont chargées de les prendre en compte pour que demain qu'on puisse permettre à ce que les Congolais ingénieurs civils puissent s'exprimer en tant qu'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a très peu, on n'ose pas. On n'ose pas, on a peut-être peur du vide, on n'est pas couvert par les garanties, il n'y a pas de fonds de garantie, les banques n'accordent pas les crédits parce qu'il n'y a pas de garantie. Bon, le pouvoir public ne prévoit pas aussi certains mécanismes pour accompagner ces entreprises. Ce sont les observations qu'on a soulevées. Nous allons les synthétiser et les soumettre aux instances autorisées. D'accord, merci beaucoup, Excellence. Bon, c'est la loi sur les marchés publics. Et nous sommes là ce soir dans le cadre de l'association des ingénieurs civils pour évaluer cette loi du point de vue impact sur les ingénieurs civils. Quelle est la plus grande faiblesse que vous avez relevée chez les ingénieurs civils ici en République démocratique du Congo? Je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est oser entreprendre. L'ingénieur a gardé le réflexe de quelqu'un à qui on doit donner les ordres, travailler dans une structure, attendre des instructions, alors que sa vocation, c'est d'observer et d'influencer. Et je pense que le maître mot, aujourd'hui les ingénieurs civils sont en train de se sensibiliser, parce qu'il a la capacité. Je crois que l'ingénieur civil peut participer
fermement à l'augmentation de richesses et particulièrement en ce qui concerne l'entrepreneuriat, à apporter des solutions adaptées, durables pour la communauté. Mais en dehors de cela, comme vous l'avez entendu, c'est qu'on a une capacité d'abstraction, une capacité de connaissance, comme on l'a répété tout à l'heure, qui permet à ce que l'ingénieur se place aussi dans toute la chaîne de développement de ce pays. Et nous pensons qu'après cette conférence, réellement, l'ingénieur va oser. Mais nous avons constaté aussi que la loi, aujourd'hui, nous offre beaucoup d'opportunités. Parce que la concurrence qui est stipulée dans cette loi nous permet aussi de nous remettre en compétition, à remettre le niveau autant que les autres entrepreneurs, de manière à ce que nous puissions augmenter le résultat du point de vue qualité et quantité, et même aussi au niveau des coûts qui permettra un développement pour tous et dans tous les secteurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Les objectifs qui ont été assignés à cette conférence, c'est d'abord réunir les ingénieurs civils entrepreneurs en face avec les institutions du gouvernement qui gèrent au quotidien pratiquement les éléments de la loi 10/010 du 27 avril relative au marché public. Le gouvernement qui a mis en place cette loi débourse autour de 70% du budget d'investissement dans les marchés. Et on a constaté que les entrepreneurs congolais, essentiellement les ingénieurs civils, n'arrivent pas à les marchés. Alors, on est en train de faire, de réfléchir pourquoi cela ne se fait pas. Pourquoi l'entrepreneur congolais n'arrive pas à décrocher ces marchés. C'est ainsi que nous demandons à l'institution... non, s'il vous plaît, coupez un peu. C'est ainsi que cette conférence va permettre à ce que la SIC, ensemble avec ses membres, dégage les pistes de solutions pour encourager l'entrepreneur ingénieur civil congolais à gagner les 70% que le gouvernement met à la disposition des marchés publics dans le budget d'investissement. Donc ça c'est de un. Et de deux, faire en sorte que l'ingénieur civil qui sort de la faculté soit attiré par le risque de créer une entreprise, le risque d'être un entrepreneur afin de gagner beaucoup d'argent. Voilà un peu les deux objectifs essentiels qu'on recherche en organisant cette conférence. Merci beaucoup, monsieur. Chercher des mécanismes qui pourront permettre aux ingénieurs civils congolais à maximiser leurs chances pour gagner des marchés publics. Voilà les buts de cette rencontre ayant pour base de réflexion la loi 10/010 du 27 avril relatif aux marchés publics. Les entrepreneurs, ingénieurs civils, membres de la commission des récoltes des fonds pour le siège ont analysé tous les obstacles qui les empêchent à gagner de plus de marchés publics possibles. La lenteur dans les processus de marché, l'absence de la culture informatique, autant d'obstacles relevés par les participants qui ont tous souligné l'importance de cette conférence. Nous devons d'abord comprendre que signifie cette loi sur la passation de marché. Non seulement comprendre quelles étaient les motivations pour la création de cette loi et voir comment nous comporter vis-à-vis de cette loi. Je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est oser. Oser entreprendre. L'ingénieur a gardé le réflexe de quelqu'un à qui on doit donner les ordres, travailler dans une structure, attendre des instructions, alors que sa vocation, c'est d'observer et d'influencer. Cette finalité de savoir qu'est-ce qui bloque l'ingénieur civil, entrepreneur congolais. Il y a une série de préoccupations qui ont été exprimées. Nous avons montré quelle est la part, la volonté politique, quelle est c'est que cette loi-là constitue en fait une protection pour l'ingénieur civil.
À noter que les résolutions qui seront prises à l'issue de ces échanges seront adressées aux autorités compétentes pour aider les entrepreneurs ingénieurs civils congolais à mieux concourir le marché public.